cofondateur de Big Mama. On s'est parlé il y a quelques jours en visio, comme on dit. Là, je suis ravi qu'on puisse se rencontrer. La première question qui est toute bête, comment est né le concept de Big Mama? C'est une histoire à la fois de passion, une envie et puis une ambition. Big Mama, c'est effectivement quelque chose c'est une aventure incroyable d'entrepreneur à la base, qui est devenue vraiment une aventure de restaurateur. Ça fait 10 ans qu'on opère des restaurants tous les jours. Pour vous donner un petit peu de contexte, on opère 24 restaurants dans 5 pays, puisqu'on a 8 restaurants à Paris, on en a 4 en province, à Lille, Lyon, Bordeaux, Marseille. On en a 5 à Londres, 2 à Madrid, 1 à Berlin, 1 à Hambourg, 1 à Munich. Et on ouvre en Italie dans 2 semaines. Donc voilà, vous êtes tous invités à l'inauguration le 29 novembre si vous êtes à Milan. C'est l'aventure d'une vie parce qu'on a créé ça avec Victor, mon associé, il y a maintenant 10 ans. L'envie était celle d'être dans la restauration. Parce que Victor, qui n'est pas là aujourd'hui, mais un passionné de nourriture. Vraiment, les produits, c'est sa vie, il adore ça. Et moi, je suis plus un homme de l'hospitality, c'est-à-dire créer des lieux, recevoir. Et on s'est un peu rejoint dans cette volonté de faire un restaurant au départ par cette association. Cette aventure, elle a changé notre vie parce qu'on était 2 il y a 10 ans, on est 2500 aujourd'hui. On n'opère que des restos en propre. Il n'y a pas eu de franchise ou quoi que ce soit. Et c'est l'aventure d'une vie. Je parlais à un certain nombre d'entre vous qui me disaient mais apparemment tu as vendu ou quoi que ce soit. Pas du tout. Récemment, effectivement, on a annoncé une opération sur le capital où on a remplacé nos actionnaires et nos investisseurs qui nous ont soutenus au départ par un nouveau partenaire. Mais je serai probablement là encore à opérer Big Mama dans 20 ans. Et en fait, ce qui est absolument incroyable dans ce métier que j'ai découvert, je ne viens pas du métier. On est souvent catalogué, j'en rigolais tout à l'heure avec Pascal, mais toi, tu n'es pas vraiment restaurateur, tu as fait une école de commerce. Je ping-ponguais là-dessus. Je suis devenu restaurateur par passion et j'ai ça dans le sang. Et je pense qu'on a tous la chance aujourd'hui d'être réunis autour d'un métier qui est extraordinaire, un métier qui nous permet de donner du bonheur aux gens. Dieu sait que c'est important aujourd'hui d'en donner, dans le contexte dans lequel on est, et de pouvoir avoir l'opportunité de changer la vie des gens qui nous entourent. Et ça a été ça la mission première, pour répondre à ta question, c'est quand on a monté Big Mama, on avait une idée très claire et très simple, qui était de dire si on fait bon, accessible, servi avec le sourire dans un bel endroit, c'est déjà énorme. Et on n'a rien apporté en termes de révolution. Souvent on a dit Big Mama, vous avez révolutionné la restauration italienne. Je le conçois pas du tout comme ça. Je le conçois comme on a essayé de remettre, et je le dis tout à fait humblement parce que c'est très difficile de faire ça, et on n'y arrive pas tous les jours, mais tous les jours de délivrer un bon rapport qualité-prix avec un personnel qui vous accueille avec le sourire, avec une attention aux détails dans chaque expérience de la restauration, avec un choix précis, raisonné, vertueux des produits, etc. C'est finalement les fondamentaux de la restauration. C'est finalement ce qu'on devrait tous faire et ce qu'on essaie tous de faire, mais c'est compliqué de le faire. Et donc, la promesse de Big Mama, l'envie première, c'était pas du tout d'apporter quelque chose qui était complètement nouveau. C'était de remettre au cœur du métier quelque chose dont on avait la perception quand on avait 26 ans et qu'on vivait à Paris, qu'on n'avait pas dans la restauration italienne. C'est-à-dire soit on avait des restaurants qui étaient très chers, très bons, très beaux, très chers, soit on avait une multitude de restaurants italiens qui étaient pas chers, mais pas forcément au niveau soit sur l'ambiance, soit sur la qualité des produits, etc. Et la naissance de Big Mama a été de tirer le fil de comment on peut délivrer un très bon rapport qualité-prix. Aujourd'hui, on a un ticket moyen à peu près autour de 30 €, qui est assez large parce qu'on est plutôt monté en gamme dans les dernières années. On a
on a saisi négativement l'inflation pour se dire si on doit tous marginalement monter nos prix, ça doit se faire au bénéfice de l'expérience et du bénéfice du client. Donc on a essayé de renforcer notre qualité d'expérience, notre qualité un petit peu partout pour dire si on doit augmenter nos prix de 5, 7, 8, 10%, c'est pas juste la même chose avec 10% plus cher. On n'a pas le choix de le faire, donc on va premiumiser. Donc on a aujourd'hui une gamme de restaurants. J'aime pas trop d'ailleurs le mot gamme. Tous les restaurants sont différents, ils ont tous des noms différents, ils ont tous des menus différents, mais qui soient à Londres ou à Paris sur des tickets moyens qui sont entre 30 et 60, 65 euros. Et d'ailleurs, la nouvelle génération des restaurants Big Mama qu'on a montés en Allemagne et à Londres sont assez différents des restaurants qu'on a historiquement montés à Paris. Et c'est pas mieux, c'est pas moins bien, parce que j'en suis toujours très fier des restaurants qu'on a à Paris, mais on a fait évoluer énormément notre vision pour justement s'adapter à tout ça. On parlait ce matin avec Serge Trigano de la magie Mama Shelter qui a en un claquement de doigts réussi. C'est un peu la même histoire. Le East Mama a été tout de suite un phénomène parce que même si c'est pas une révolution, comme tu le dis, qui est pas, enfin que tu ne considères pas comme une révolution, ça a quand même été un énorme changement parce que ça raconte une histoire, parce qu'il y a un décor particulier. Moi, je suis à côté de Popolare. J'étais bluffé. Après une semaine d'ouverture, il y avait 200 mètres de queue tous les midis et tous les soirs. Et ça, sous la pluie. C'est quelque chose qui est quand même très rarement arrivé à Paris. Je ne veux pas faire une réponse de Normand, mais je pense que la réponse à ça, c'est 100% une question d'exécution et d'opération. Je te disais la dernière fois, je pense que le jour où on pense, où n'importe qui pense qu'il a un bon concept, il est mort. Et quand on prend l'exemple de East Mama, qu'on a ouvert maintenant il y a 8 ans, qui était probablement un des beaux restos et un des restos un peu nouveaux de la ville il y a 8 ans, on fait les mêmes chiffres, on fait la même fréquentation, exactement le même nombre de clients 8 ans après, alors qu'on a ouvert 8 restaurants dans la ville, dont des restaurants qui sont pas très loin, etc. Donc, d'où vient cette magie et ce succès immédiat? Je ne sais pas trop. Je sais juste qu'on y a mis une passion d'entrepreneur et des tripes. On a ça dans le sang et je pense qu'on l'a communiqué à nos équipes. On a fait des choix qui étaient risqués, qui étaient pas. Je me souviens très bien l'état d'esprit dans lequel on était quand on a monté, quand on est venu dans ce métier-là. La première année et demie, on n'avait pas de restaurant. On avait 25-26 ans et on s'est dit il faut qu'on aille écouter tous les restaurateurs, comprendre c'est quoi leurs problèmes, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Et je vous promets, et je ne vous dis pas ça parce qu'il y a une audience de restaurateurs ici, sur les 1000 personnes qu'on a rencontrées, les 1000 réponses ont été « ne va pas dans ce métier-là ». Mais c'est véridique. C'est trop difficile. Tu vas gérer des ressources humaines, c'est trop compliqué. C'est un enfer. Je dois gérer 5 prud'hommes par semaine. Le sourcing, c'est l'enfer. Les clients sont jamais contents, etc., etc., etc. Et on m'a dit surtout si tu montes un restaurant, si tu montes un concept, parce qu'évidemment, on était tellement perçus comme des gens qui n'étaient pas du métier, on ne montait pas un restaurant, on montait un concept. On ne monte pas un concept, on monte un restaurant. On accueille des gens tous les jours. Et surtout, si tu fais ça, fais en sorte que tout soit le plus automatisé pour pas que tu sois dépendant d'un chef, des clients. Et on a fait exactement le contraire. Et je vous dis ça parce que c'est vraiment ce que je veux vous partager, c'est une espèce de contagion du bonheur de la restauration, qui est de dire, finalement, on a été suffisamment naïf à 25-26 ans pour ne pas écouter ça, et faire exactement le contraire. On a mis les efforts et l'énergie là où ça impactait les yeux et le goût des clients. C'est-à-dire, Victor a fait que de la food, que de la nourriture. Il s'est occupé que de ça pendant 5 ans. Le sourcing, on pourra en reparler, c'est parti de là, etc. Et moi, j'ai fait que des RH. Je n'étais pas le fondateur ou le CEO de Big Mama, j'étais le DRH de Big Mama. Et Victor n'était pas le fondateur ou le CEO de Big Mama, il était pas le chef, parce qu'il n'est pas chef, mais il était, on va dire, le directeur artistique côté culinaire. Et on n'a fait que ça. Et tout le reste, on l'a délégué. Tout ce qui n'était pas DRH ou de la food, c'est-à-dire ou du produit ou de la cuisine, on l'a délégué.
Vous allez me dire, pour 2 profils qui viennent d'écoles de commerce et qui ont fait HEC, etc., c'est assez étonnant. Parce que je sais de quelle manière on a été catalogué aujourd'hui. Je pense qu'on a une légitimité de restaurateur, parce qu'on l'est de facto, mais à l'époque, je le comprends très bien. C'était pas, voilà. Donc, la réponse à ça, c'est si on fait bien notre métier, si on opère bien, si on exécute bien, en fait, Big Mama, ça sera, je l'espère, et c'est difficile, toujours bien dans 15 ans, toujours bien dans 20 ans. Maintenant, c'est comment on fait pour bien opérer, bien exécuter, tous les jours, avec la même passion et le même truc. Et j'ajouterai une dernière chose. J'enfonce un peu les portes ouvertes, mais parfois, ça fait du bien de se le dire. C'est un métier de passion, c'est un métier de passionné, c'est un métier que vous devez avoir dans les tripes, dans le sang. Vous vous levez le matin, on est tous pareils, on est tous égaux face à la loi d'être restaurateur, on gère un paquet de merde. C'est comme ça. Si vous ne voulez pas faire ça, vous faites un autre métier. Le seul truc qui fait que vous vous levez le matin, c'est que vous avez l'envie de faire bien les choses, l'envie de donner du bonheur, l'envie de changer, même si c'est un petit peu, la vie de vos équipes qui sont autour. Et la mission de Big Mama, c'est pas de nourrir les gens. S'il n'y avait pas Big Mama, les gens ne crèveraient pas de faim, bien heureusement. Donc on n'a pas apporté le fait de nourrir les gens. On a apporté le fait de pouvoir offrir, par cet écosystème qu'on a créé, un tremplin, et j'allais dire avec une vision très très interne, un tremplin à toutes nos équipes de pouvoir changer leur vie. La mienne, j'ai été entrepreneur, j'ai débuté à 25 ans. Maintenant, je suis le patron d'une boîte qui fait 2500 salariés. J'ai pu déménager avec ma famille pour aller ouvrir dans d'autres pays. On est dans 5 pays. C'est assez rare pour un acteur local dans la restauration, etc. etc. Et nos deux co-directeurs des opérations qui gèrent les 2500 personnes dans les équipes et les opérations au quotidien, c'est 2 personnes qui ont commencé runner pour Enrico à Gordes. On a commencé... On opérait un petit resto saisonnier à Gordes dans le Luberon et on avait mis une petite annonce parce qu'on était en galère de staff comme tout le monde. Et là, il y a un mec de Sicile, de Sardaigne, pardon, il est sarde, qui est arrivé, qui est Enrico, qui avait les cheveux longs jusque là, la guitare autour du cou et qui a dit « Salut, est-ce que je peux gagner 3 francs 6 sous et faire 1 mois et demi de la saison à Gordes avec vous ?» On a dit « Bien sûr, pas de problème ». 8 ans après, il est à Londres, il parle 3 langues et il dirige 1500 personnes. Et notre autre co-DG de Big Mama, c'est Pépé, qui a démarré la cuisine à 13 ans, qui est arrivé chez nous il y a 7 ans comme chef de partie et qui est aujourd'hui CEO de la boîte. Donc des aventures où on a la capacité à changer la trajectoire des gens qui nous rejoignent, ça n'existe pas. Il n'y a que la restauration qui permet ça. C'est ça qui est si magique dans le métier qu'on fait. Vous pouvez être L'Oréal, vous pouvez être Total, vous pouvez être Elf, etc. Si vous n'avez pas le background qu'il faut, vous ne pouvez pas rentrer dans ces boîtes. On a la possibilité de changer la vie des gens qui nous rejoignent. N'importe qui dans le monde qui n'a pas fait de restauration, qui a le smile, qui a envie de partager ce bonheur-là, qui a envie de donner un peu de cette contagion du bonheur, il peut rejoindre notre industrie, il peut grandir, il peut progresser. Et c'est ça qui est exceptionnel. Avec tout le paquet de merde qu'on doit gérer, on ne doit jamais oublier le sens de notre métier et le sens interne de ce qu'on donne autour de nous, au-delà du bonheur qu'on donne à nos clients, parce que c'est ça la finalité de notre métier. Alors, Big Mama dans le groupe, il y a une importance donnée au décor, ça, à l'environnement. On va dire aujourd'hui, le mot à la mode, c'est à l'expérience Big Mama. Juste avant de parler du sourcing et de la manière dont vous sourcez aussi et dont vous recrutez. Il y a une question là qui vient d'arriver, c'est pourquoi un pilotage en propre et pas des franchises? Je trouve que la question est intéressante parce qu'on s'en est parlé aussi quand on a préparé cet entretien. C'est tout simplement parce qu'on a envie d'opérer nos restos, parce que c'est ça qui nous excite. Parce que c'est vrai que la franchise, c'est ça qu'on aime. Non, mais c'est ça qu'on aime. En fait, je vais vous dire, on fait 180 millions de chiffre d'affaires, on a 24 restaurants, on est présent dans 5 pays. Si j'aimais pas ce métier comme je l'aime aujourd'hui, ça fait longtemps que je serais parti. Voilà. Je vendrais Big Mama demain matin, je prendrais suffisamment d'argent pour être heureux dans la vie, parce que j'ai pas besoin de beaucoup d'argent pour être heureux, et j'irais soit faire autre chose dans la restauration, soit faire autre chose dans l'hôtellerie, machin. J'aime le métier que je fais, et le métier
que je fais et qu'on fait collectivement, c'est d'opérer des restaurants. Je n'ai pas envie de le donner aux autres, puisque c'est ça qui m'excite. En fait, ouvrir des franchises et n'être qu'un... Et j'ai rien contre les franchises, chacun fait son choix et je le respecte totalement, mais notre métier, c'est d'opérer des restaurants. Donc, la réponse, c'est ça. 2, on a un modèle qui est très compliqué. Très compliqué. On fait entre 7 et 12 millions de chiffres d'affaires par restaurant. Vous avez déjeuné à la Felicita, je crois, à midi. J'espère que ça a été, parce que c'est toujours compliqué d'intervenir après un déjeuner où on a été chez vous, mais c'est un resto, il y a 250 personnes de staff, de CDI à temps plein. On fait 22 millions de chiffres d'affaires. C'est une machine à opérer, c'est compliqué. Quand tu parlais de Popolare, c'est un resto qui fait 10 millions de chiffres. Il y a 140 personnes de staff. C'est un gros truc. Tu ne peux pas franchiser, c'est difficile. Tous les restos sont différents, les cartes sont différentes, les designs sont différents, les process sont différents. On en reparlait ce matin avec l'équipe, comment est-ce qu'on peut... Il y a un gros truc, c'est comment on peut s'assurer que la qualité est constante. C'est ça qui est compliqué dans la restauration. C'est ça qui est très compliqué. C'est-à-dire que être très bon pendant 2 jours, c'est facile. Tu mobilises tes équipes, on est là, on est un temps. Être très bon 360 jours dans l'année, c'est ça qui est compliqué. Comment on doit travailler ensemble pour avoir cette consistance de qualité? En fait, chez Big Mama, c'est très compliqué parce que chaque restaurant est unique, pas dans son design, ça c'est de la cosmétique, mais dans la façon dont on organise les équipes, dans la façon dont on l'opère, etc. Donc à franchiser, je ne saurais même pas savoir. Je suis incapable de te donner un book ou quoi que ce soit, je ne sais pas, pour te dire, tiens, prends ça, et je ne saurais pas le faire. Voilà. Donc ça ne nous excite pas. 2, on a un produit qui n'est pas du tout adapté là-dessus. Et 3, on a une vingtaine de restaurants. On n'est pas, il y a même notre ami de Buffalo Grill qui était ici. On n'est pas du tout cette taille-là. On n'a pas cette ambition-là. Voilà. Donc on a un autre produit, on a un autre modèle, mais c'est pour ça qu'on l'a pas fait. Autre chose importante dans le groupe, c'est l'importance que vous mettez à avoir un accueil qui soit souriant, détendu, professionnel. Comment vous recrutez dans une période où tous les restaurateurs, tous les hôteliers ont des problèmes à trouver du personnel et à le fidéliser? Alors déjà, on est tous égaux face à la loi du recrutement, etc. Donc, ma première réponse, on galère comme tout le monde. C'est difficile. Ça a été très difficile à la sortie du Covid. Ça l'a été un peu moins, je pense qu'on partage tout ça depuis quelques mois. Ça s'est amélioré, donc c'est cool. Mais c'est difficile. On passe énormément de temps, énormément d'énergie, énormément de travail, parce que, encore une fois, c'est le nerf de la guerre. Trouve les bons talents, forme les bons talents, et puis tout le reste viendra avec. Donc c'est difficile. 2, quand tu dis on a une identité, on est très professionnel, très souriant, machin, je ne suis pas sûr qu'on soit plus professionnel qu'un autre, voire parfois j'aime bien dire que Big Mama c'est un joyeux bordel à l'italienne. C'est loin d'être parfait. Mais ce qui me prend aux tripes et ce qui m'attache, c'est pas d'être parfait. Encore une fois, on fait des restaurants italiens entre 30 et 50 euros de ticket moyen, on ne fait pas de l'étoilé à plus de 100 euros. Donc, si c'est pas parfait, c'est pas grave. C'est pas ça on va pas nous en vouloir là-dessus. En revanche, ce qui est important, c'est quel que soit le positionnement de votre restaurant, de notre restaurant, il faut qu'il y ait une âme. Il faut qu'il y ait une personnalité. Et c'est là-dessus qu'on se dit, et cette âme, c'est quelque chose de très intangible. Ça se fabrique pas une âme d'un restaurant, une personnalité. Donc 90% de la recette pour avoir une âme, c'est la cohésion et le côté, vous savez, on utilise beaucoup ce terme de soft skills du staff, c'est-à-dire leur manière d'être. Pas tant ce que je vais leur apprendre en termes d'outils et de comment je tiens une assiette, etc. Tout le monde est capable de faire ça. C'est des formations, c'est des trucs, mais c'est la capacité à sourire. Et là où on met énormément d'énergie, c'est de recruter des gens qui peut-être ne sont pas forcément du métier, et je l'assume, mais qui ont envie de partager ce moment collectif, déjà ce moment d'équipe. Gérer un restaurant, c'est gérer une équipe de rugby. Si tu as un très bon joueur qui est tout seul dans une équipe et il n'est pas avec les autres, ils ne vont pas gagner. Si tu as un collectif qui est super soudé, tu n'as pas forcément les meilleurs joueurs,
Regardez le PSG. Hein. Je vais peut-être pas me faire des amis, mais voilà. C'est pas du rugby, mais vous avez compris l'exemple. C'est-à-dire que vous pouvez avoir les meilleurs joueurs du monde. Si ça marche pas et qu'il n'y a pas une cohésion dans le truc, ça va pas gagner. Et inversement, si vous avez une équipe où vous n'avez pas forcément le top notch du truc, mais en fait il y a une belle cohésion, les gens sont là, ils s'entraident, ils ont envie, ils se défoncent, et il y a ce collectif qui est là, ça va marcher. Et on met énormément de temps et d'énergie. Alors après, il y a plein de détails. On a un truc qui est très unique, et je me le cache pas du tout, c'est on a une identité très italienne. Ça c'est parti quand on était avec Victor. Au-delà du fait, quand on veut faire bon, accessible, sérieux, on s'est dit, on veut offrir ce voyage en Italie. Si on veut offrir ce voyage en Italie, on était à peu près 1 an avant l'ouverture du restaurant, on s'est dit, en fait, il faut avoir du staff italien. Oui. Et on est parti un peu sur cette boutade. Mais en fait, il faut avoir du staff italien. Et aujourd'hui, on est 2500, il y a 2300 Italiens. Pour vous dire qu'en fait, on a monté une machine de recrutement où en fait, on a énormément capitalisé sur une communauté très forte d'Italiens, de jeunes qui partagent cette envie de faire vivre l'Italie aux autres. Et donc, on a monté notre bureau de recrutement, RH, à Milan, il y a 6 ans, alors qu'on n'avait aucun resto, aucun business. C'était très atypique. On était en train de construire une image employeur dans un pays dans lequel on n'a même pas de restaurant. Un peu dingue. Mais par ça, on a pu attirer des talents, attirer des candidats, attirer des jeunes qui voulaient, etc. Alors, j'ai bien conscience qu'il y a beaucoup d'entre vous qui me diraient « Pourquoi tu fais ça alors qu'il y a plein de jeunes qui ont besoin de trouver du boulot, machin ?» Mais en fait, c'est parce qu'on a voulu être cohérent dans le produit et dans l'expérience qu'on voulait délivrer. Et voilà, donc c'est pas parfait, mais on a essayé d'être le plus cohérent possible dans cette démarche-là. Voilà. C'est pour ça que je parlais de sourcing à la fois des produits et des personnes. Et les produits, on peut en parler un tout petit peu. Exactement, oui. Parce que c'est la même démarche. Ouais, le produit, ça a été vraiment la naissance de l'aventure. On a mis 2 ans et demi pour monter le restaurant avec Victor, Ismama. 2 ans et demi, c'est long. Hein. 2 ans et demi, quand vous êtes 2 à temps plein pour monter un resto, que vous dites à tous vos proches, on va monter un resto italien à Paris, qui est l'endroit le plus embouteillé pour la restauration italienne dans le monde. On vous regarde un peu bizarre en mode, mais qu'est-ce que tu branles? Pardon pour le mot. Et la réalité, c'est qu'on a mis énormément de temps à monter les fondations de ce qu'allait être Big Mama derrière. Et la première, ça a été, on a passé quasiment 1 an et demi à louer une petite voiture, à parcourir toute l'Italie, avant même de recruter. On n'avait même pas de chef, on n'avait même pas d'équipe, etc. On s'est dit, OK, on veut faire bon et accessible, on n'est pas magicien. Donc, le seul moyen de faire ça, c'était une intuition qu'on avait au départ, c'est de couper les intermédiaires. C'est d'aller à la source, payer des produits au juste prix du producteur. De toute façon, quand on travaille avec Lorenzo Bagato qui fait 3000 jambons dans l'année, vous n'avez aucun pouvoir de négociation sur le prix. 0. 3000 jambons à l'année, le moindre industriel moyen de la restauration, il produit 3000 jambons à la journée. Donc, on n'est pas du tout sur les mêmes trucs. Donc, ces gens-là, il n'y a pas de pouvoir de négociation. En revanche, vous avez accès à des produits de qualité qui est excellente. Et tout l'enjeu, c'était de dire, on va couper les intermédiaires. Premier intermédiaire qui livre de San Daniele dans la région de Friuli, au nord-est de Venise, à Milan. Ça fait déjà 10%. Ensuite, vous avez un transporteur. Souvent, vous avez un stockage qui vous prend encore 5%. Un transporteur de Milan à Paris qui vous prend 15%. Ensuite, vous avez Rungis ou l'équivalent d'un Rungis qui vous reprend 5 ou 10%, etc. La chaîne est longue. Donc, soit vous achetez à un prix à la source, vous allez le payer au juste prix du producteur et vous allez couper les intermédiaires. La réalité de ça, c'est qu'évidemment, il y a une contrepartie. C'est que c'est vous qui prenez à charge le transport. Donc, comment vous faites pour amortir ça? Et donc, on a tiré le fil de ce truc-là. OK, on veut travailler, on a toqué à la porte des petits producteurs partout. On a dit, on va monter un centre logistique à Milan pour tous les produits du Nord, un centre logistique à Naples pour tous les produits du Sud. Et on va monter notre propre logistique entre l'Italie et Paris. Mais ça ne marche que si on fait du volume. C'est-à-dire que si on fait des grands restaurants. Et on a tout de suite démarré, c'était une des questions qu'on me pose souvent, mais en fait, vous avez démarré tout de suite avec un projet d'une grande ambition. On a ouvert Ismama, qui est plutôt un petit restaurant chez nous aujourd'hui, mais qui était un grand restaurant quand vous avez 26 ans et que vous démarrez dans la restauration. Il y avait déjà 135 ouverts à peu près, grosse maison. Mais parce qu'en fait, il y avait une rationalité économique et de modèle derrière. On avait coupé tous les intermédiaires. Donc, si vous faites livrer 3 kilos de tomates depuis Naples, parce que vous l'achetez au pied du Vésuve et que ça vient à Paris,
évidemment, vous avez perdu tout le gain parce que d'un point de vue unitaire, ça revient trop cher. Par contre, si je ne fais pas livrer 3 kg de tomates, mais j'en fais livrer 60, dans le même camion où je fais venir la farine, dans le même camion qui fait venir machin, mon prix unitaire. Et c'est comme ça qu'on a monté un modèle économique qui, à la fin, me permet de délivrer une très bonne qualité de produit à des food costs qui sont ceux du marché, autour de 25%. Voilà. Donc ça a été une des raisons pour lesquelles on a tiré plein d'autres choses du modèle Big Mama. Et on va être obligé de conclure, Tigran. Ça explique aussi, j'allais dire, parce que tout le monde se pose la question, mais comment ils vont faire pour aller s'installer à Milan ? Installer un restaurant français de concept italien sur une terre qui est quand même... Là, on a un peu le début de l'explication. C'est qu'en fait, là, il n'y aura même plus à amener les produits en France. Ils seront amenés sur place, avec du personnel qui a déjà recruté là-bas. Alors, Milan, on ne va pas se cacher, c'est un challenge. Hein. C'est un challenge. On a ouvert une dizaine de villes en Europe. Donc, on a un tout petit peu d'expérience sur faire la restauration dans un lieu qu'on ne connaît pas. Maintenant, chaque ville et chaque lieu où on a été est totalement différent. Je pousse tout le monde et moi-même et mes équipes à dire ok, on arrive à Milan ou on arrive à Barcelone ou à Londres, machin, comme si on partait de zéro, comme si on n'avait jamais créé Big Mama et on arrive et qu'est-ce qu'on doit faire pour penser le meilleur produit. C'est exactement ce qu'on fait à Milan. Et la réponse à ça, c'est qu'en fait, on crée un produit qui est très différent de ce qu'on peut faire ailleurs. On fait une osteria qui est beaucoup plus chic, beaucoup plus premium, parce qu'en fait, on ne va pas apporter le bon rapport qualité-prix authentique à Milan. Ça existe partout. Si vous copiez-collez ce que vous avez fait à Paris, à Milan, vous êtes mort. Donc, on apporte quelque chose qui est plus chic, plus premium. On a monté l'expérience, monté le menu, monté la qualité des produits, monté les prix. On ne fait pas de pizza. La pizza, c'est un truc dans l'ADN de Big Mama qui est très puissant. On a fait le choix de ne pas en faire, parce qu'on pense qu'on n'est pas compétitif sur la pizza à Milan en Italie, etc. etc. Donc, en fait, la première chose, c'est qu'on adapte énormément le produit et la façon dont on vient. On y va de manière hyper humble, parce que, waouh, genre c'est... on a la boule au ventre dès qu'on ouvre un resto, et moi j'ai l'impression que évidemment, c'est un château de cartes qui va s'écrouler tous les jours dès qu'on fait ça, mais encore plus à Milan. Et la deuxième réponse, c'est marrant quand tu as décrit, tu dis, waouh, c'est un restaurant français qui ouvre à Milan. C'est pas un resto français. En fait, 100% de l'équipe qui travaille, qui ouvre, qui opère ce restaurant-là, c'est des Italiens. Donc, ça te choquerait que des Français ouvrent un resto français à Paris ? Non, mais ça va. J'ai dit un restaurant français de concept italien. Ouais. Non. Ce que je veux dire, c'est que ça ne te choquerait pas. Donc, 100% de l'ADN et de l'italianité qu'on a, elle va être au service de ce truc-là. Il n'empêche que c'est un défi. Mais attention, mais comme c'est difficile d'ouvrir un 9e resto à Paris, tout est difficile. Mais en tout cas, on va essayer de le faire avec les tripes, avec le cœur, et peut-être qu'on se plantera, mais... Il n'y a pas de raison, mais pas du tout. Pourquoi ? En tout cas, c'est passionnant d'avoir le retour de cette expérience de Big Mama, parce que c'est une vraie réussite, c'est une vraie passion. Je pense qu'on peut en être d'accord avec la passion que tu mets à raconter cette histoire. C'était un vrai plaisir de t'entendre, Tigran. Merci infiniment. Merci pour les 2 jours, pour les 2 déjeuners.